Zou ik... Ja. Ja. Tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à ce soir de lancement de la campagne Tam Tam. Iedereen van harte welkom, dames en heren, op het lanceringsmoment van deze nieuwe campagne Tam Tam. Ik ga eerst even testen of iedereen zijn vertaaltoestel goed werkt, want dan hoef ik niet constant te vertalen. Voor de Nederlandstaligen is dat kanaal 2. Kanaal 2 zou moeten Frans geven als je luistert. Klopt dat? Werkt dat? Functioneert dat? Geeft dat Frans? Ja, nee. Van de Nederlandstalige naar het Frans. Ah, dan is het kanaal 3. Oké, excusez-moi. Pour les francophones doivent mettre canal 2. 3. Les francophones mettent le canal 3, ils vont entendre la traduction en néerlandais. Est-ce que c'est correct? En français. Est-ce que je me suis trompée? Les gens qui... Le néerlandais traduit... Ja, juste, excusez-moi. Ok. Pour les francophones, le kanaal 3. Voor de Nederlandstaligen, kanaal 2. Werkt het? Functioneert het? Est-ce que ça fonctionne? S'il vous plaît, confirme-moi. Dank u wel. Merci beaucoup. Voilà. De nouveau, je vous souhaite bienvenue ici ce soir. Vous êtes quand même relativement nombreux, ça nous fait plaisir. Het is op zich goed te zien dat er toch een zekere belangstelling is voor het lanceren van deze campagne, die eigenlijk tot doel heeft om niet zozeer een nieuwe partij of beweging op te starten, maar een informatieplatform, een mobiliseringsplatform en het lanceren van debatten en analyseplatform te zijn. Er wordt samengewerkt vanuit het middenveld en de oppositionele burgerbewegingen en de vakbonden, de mutualiteiten op verschillende vlakken. On travaille sur des différents niveaux avec les syndicats, les mutualités, la société civile, etc., pour que des analyses, des alternatives et des débats soient lancés dans une situation politique où on voit que l'opposition politique contre un néolibéralisme dévastateur qui n'arrête pas de faire écrouler l'état de providence, les provisions sociales et de santé, les transports en public, le système d'éducation. Overal zien we de gevolgen van het besparings- en het neoliberaliserings- en privatiseringsbeleid. De tegenkrachten tegen dat beleid zijn zwak. En de bedoeling van dit platform, dat gestart is vanuit origineel tout autre chose, dus de Franstalige kant van Hart boven Hart, die nu ook naar Vlaanderen toe samenwerking aan het uitbouwen is om goede analyses op tafel te zetten die maken dat de politieke oppositie in de ruime zin van het woord krachtiger kan worden. We gaan straks meer details horen over hoe die campagne is opgevat. Op het einde zonder enkele mensen dat nader toelichten. Nu gaan we eerst 2 autoriteiten aan het woord laten. De eerste zal zijn professor De Schutter, Olivier De Schutter. Hij is, zeker in Franstalig, maar ik denk ook in Nederlandstalig België, toch wel bekend, niet alleen als rechtsgeleerde. Hij is verbonden aan de UCL en aan het departement Filosofie de Droit. Maar ook als goede rapporteur voor de Verenigde Naties met betrekking tot de voedselproblematiek, de Commissie voor de Mensenrechten. Hij heeft daar een aantal invloedrijke rapporten naar voren gebracht. Hij heeft ook recent een belangrijk werk gepubliceerd met betrekking tot humanitaire mensenrechten. Hè? Dus een standaardwerk met betrekking tot mensenrechten. En dat is ook eigenlijk zijn specialiteitsgebied als academicus. We gaan hem dus ook horen over... Hij gaat een uiteenzetting geven, we gaan daar eerst naar luisteren, hij gaat een 30-tal
procedure over de staat van de mensenrechten, over de staat van de concrete voorzieningen die daarop gebaseerd zijn onder de invloed van deze aanval van het neoliberalisme. Daarna, après cela, on va entendre un expert, si tu veux, un expert d'expérience dans de la mobilisation large échelle et avec du succès dans la société civile. C'est M. Manu Klaes. Il est un des fondateurs de Straten Generaal. Straten Generaal, ça se traduit pas vraiment, mais c'est un jeu de mots sur États généraux. C'est le Parlement des rues, si vous voulez. Hein. Les gens à Anvers, parce que ça se jouait à Anvers et ça se joue toujours à Anvers, ont mobilisé sur une large échelle avec des référendums, des procédures juridiques, des mobilisations locales pour éviter, et ça il va expliquer en détail, pour éviter un grand plan de reconstruction de la circulation mégalomane, technocratique, qui ne tenait pas compte des soucis des gens dans la ville, quoi. Et ils ont quand même réussi un grand. On va apprendre de leurs expériences et on espère que ça nous permettra de joindre ces deux types d'expertise qu'on va entendre ici. Après, on donne encore un moment pour des questions de discussion de la salle et une courte présentation du programme concret de Tata. Voilà, je ne vais pas vous traîner la chose plus longtemps. Professeur de Schutter, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais commencer par simplement lire 6 noms. Isabelle Stengers, Hilde van Michem, Pascal Viel, Rachida Aziz, Véronique van der Planck, Fabienne Minsard. Parce que c'est merveilleux d'avoir beaucoup de diversité, un francophone, un néerlandophone, un homme. Nous ferons mieux la prochaine fois. Je voudrais quand même souligner l'importance d'avoir dans ce genre de débat une parité de genre et d'accorder à cette question l'importance qu'elle mérite. Alors, je voudrais remercier Philippe van Kersbilk d'avoir suggéré cette soirée et ce titre, Comment sortir de l'emprise néolibérale. Et il m'a été demandé de ne pas être trop académique. J'essaierai de ne pas l'être, mais je voudrais quand même souligner qu'une des difficultés dans le débat qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la contre-offensive au néolibéralisme, elle n'est peut-être pas suffisamment construite. Il n'y a pas peut-être d'alternative suffisamment théorisée et peut-être que certains outils théoriques devraient être davantage mobilisés à l'avenir. N'oublions pas qu'une des raisons pour lesquelles le néolibéralisme a pu pénétrer dans l'ensemble des rouages de la société, c'est parce qu'en période de crise, ils ont leurs recettes, ils ont leurs programmes, ils ont leurs solutions qui sont déjà toutes faites et qui sont travaillées dans des think tanks variés, dans des officines universitaires. Et il faut, je pense, aussi lancer la contre-offensive sur le plan théorique. Alors, je voudrais faire 3 choses. Je voudrais d'abord évoquer le néolibéralisme dans ce qu'il est, pas tellement parler du mouvement, mais parler surtout du type de pensée dont il s'agit. Le néolibéralisme, si vous voulez, comme représentation du monde. Et puis, je voudrais parler de ce qui fait la difficulté de changer les choses, qu'est-ce qui fait l'inertie du système actuel. Et enfin, je vais peut-être tenter d'ouvrir quelques pistes pour la transformation qui nous attend. D'abord, qu'est-ce que le néolibéralisme ? Alors, il y a une manière effectivement très académique de le présenter, qui consiste à rappeler que le néolibéralisme est un mouvement de pensée qui a en fait sa source dans un colloque réuni à Paris en 1938 autour des travaux d'un essayiste américain qui s'appelle Walter Lippmann. Ce colloque était très œcuménique, réunissant toute une série d'intellectuels représentant un large spectre de positions politiques qui voulaient proposer une alternative à la fois au libéralisme classique manchestérien et au socialisme d'État, incarné à l'époque évidemment par l'Union soviétique. Et c'est par la suite qu'a été fondée sur cette base la Société de Montpellerin, un petit village niché au-dessus de Genève, et qu'en sont découlées 3 branches du néolibéralisme qui n'ont guère cessé d'ailleurs de se bagarrer entre elles et de se faire concurrence.
l'école de Chicago, l'école autrichienne, représentée par Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek, et l'ordolibéralisme allemand qui a tellement influencé la rédaction des traités européens. Et donc, le néolibéralisme, c'est d'abord cela, c'est un mouvement intellectuel construit par des juristes et des économistes pour proposer au monde une certaine manière de concevoir le rapport entre l'État et le marché. Et il n'a pas fallu attendre Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 1980 pour que ce néolibéralisme ait un impact dans l'ADN de la construction européenne, dans la rédaction du traité de Rome en 1957. Les ordolibéraux allemands, notamment, ont eu un poids tout à fait décisif avec la constitutionnalisation des libertés économiques de circulation, de concurrence, avec la définition d'interdiction très stricte d'aide d'État et l'obligation de ne pas adopter de réglementations qui font entrave à la concurrence sur ce marché qu'on appelle intérieur, qu'on appelle libre, qui est celui aujourd'hui qui a été étendu à 28 États membres. Et donc, le néolibéralisme, c'est d'abord cela. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi que le néolibéralisme, c'est un programme économique. Et Karine l'a évoqué, certaines des composantes de ce programme sont bien identifiées au néolibéralisme. C'est la privatisation des services publics et des entreprises publiques, l'État se délestant de tout ce qui n'est pas essentiel à remplir ses fonctions. C'est l'introduction de mécanismes du marché, y compris à l'intérieur du service public, avec des évaluations, des audits, des récompenses à la performance et un rapport au public de bénéficiaires qui est un rapport de fournisseur de services à client. C'est des pressions, et là aussi Karine l'a dit, sur les droits sociaux, à la fois par souci de renforcer la compétitivité des économies nationales par la flexibilisation du marché du travail, par la réduction, le souci de réduire le déficit public et donc de limiter les droits à la sécurité sociale, à la pension, aux soins de santé, et c'est enfin le souci d'aider, mais d'aider sans pour autant créer des incitants pervers, des pièges à l'emploi qui inciteraient les gens à demeurer dans l'inactivité. Et c'est évidemment cet aspect du néolibéralisme qui est peut-être le plus débattu aujourd'hui. Et puis, c'est la négociation d'accords internationaux qui vont brider l'État, en fait, empêcher l'État d'adopter certaines politiques qui seraient contraires à ces accords de commerce ou d'investissement ou à l'intégration dans des zones économiques régionales. Et enfin, c'est l'idée d'un État qui n'est pas l'État libéral du XIXe siècle, ce n'est pas l'État gendarme, c'est un État au contraire actif, mais dont le rôle est d'introduire partout les mécanismes et les raisonnements du marché, d'introduire une obligation généralisée de concurrence et au fond de développer une certaine manière d'organiser la société et d'organiser les rapports interindividuels sur la base de ce principe de compétition. Lorsque Michel Foucault, en 1979, donne son cours au Collège de France sur la naissance de la biopolitique, en fait, il parle du néolibéralisme. Il voit avant tout le monde combien ce mouvement de pensée, à l'époque associé à des auteurs comme Milton Friedman ou Friedrich von Hayek, va devenir très important dans les années qui viennent. Et il nous dit, à juste titre, que le néolibéralisme, c'est au fond l'idée d'une intervention gouvernementale qui n'est pas moins dense, pas moins fréquente, pas moins active, pas moins continue que dans un autre système, mais le gouvernement néolibéral, nous dit-il, n'a pas à corriger les effets destructeurs du marché sur la société, il n'a pas à constituer en quelque sorte un contrepoint ou un écran entre la société et les processus économiques, il a à intervenir dans la société elle-même pour que les mécanismes concurrentiels, à chaque instant, en chaque point de l'épaisseur sociale, puissent jouer le rôle de régulation. Et au fond, c'est cette idée qui me paraît aujourd'hui devoir être débattue, que développent par exemple Pierre Dardot et Christian Laval dans cet ouvrage qui n'est pas leur meilleur, mais qui est pour nous le plus intéressant, La nouvelle raison du monde, où ils parlent du néolibéralisme comme manière de se représenter le monde. Avec, je crois, 4 thèses qui me paraissent constituer, si vous voulez, le noyau philosophique du néolibéralisme. D'abord, l'idée que l'État
est toujours suspect de partialité parce qu'il risque d'être capturé par des groupes qui veulent l'utiliser pour servir leurs fins partisanes. Donc, méfions-nous de l'État et n'acceptons de l'État que des interventions parfaitement neutres et impartiales. Un État gendarme qui surveille les règles du jeu économique, si vous voulez, mais qui ne préjuge pas de la fin de la partie, un État arbitre plutôt qu'un État entraîneur et protecteur. Deuxièmement, c'est l'idée que les individus sont concurrents les uns des autres dans une société qui organise la compétition. La compétition, pourquoi? Pour que les individus apprennent de leurs erreurs, apprennent du retour du réel qui suit les fautes qu'ils commettent et soient incités à innover pour que l'économie puisse en retour croître. Ça, c'est la deuxième idée majeure du néolibéralisme. Troisième idée, c'est que chacun est abordé comme un homo economicus qui doit rechercher son intérêt égoïste, maximiser son utilité, et le seul raisonnement qui vaille, la seule rationalité qui vaille, c'est au fond la rationalité de l'économiste. Il est très frappant qu'aujourd'hui, on ait des débats sur la rationalité, sur les biais, sur le poids des émotions dans la prise de décision, les cadrages dont nous sommes victimes et qui biaisent notre faculté de bien décider. Ce sont des débats que conduit par exemple ce psychologue Daniel Kahneman, à votre droite, prix Nobel d'économie il y a quelques années. Et ce psychologue, bien qu'il nous alerte sur le fait que nous ne raisonnons pas tout à fait comme des homo economici, que nous ne soyons pas tout à fait rationnels, que nous ne sommes pas des calculateurs, il nous dit la seule façon de bien raisonner, la seule façon d'échapper à ces biais, à ces émotions, de bien décider, c'est de calculer comme un économiste le ferait. Et ce type de raisonnement que tient Daniel Kahneman, c'est un raisonnement qu'aurait évidemment approuvé quelqu'un comme l'économiste Lionel Robbins de la London School of Economics, qui disait en 1932 que l'économie, c'est simplement la science de la rationalité. C'est comment utiliser au mieux les moyens rares dont on dispose pour satisfaire les fins que l'on sait donner. L'économie devient en quelque sorte le modèle de la rationalité individuelle, et ne pas raisonner comme un économiste, ne pas raisonner en fonction d'un calcul coût-bénéfice d'utilité, c'est au fond se tromper. Alors, quatrième idée philosophique du néolibéralisme, c'est l'idée que la liberté doit être respectée dans le chef des individus. Cette liberté, c'est la liberté de choisir son propre plan de vie, sans que ce plan de vie doive être entravé par l'État, sans que l'État doive, en quelque sorte, intervenir pour vous orienter dans vos choix. Non, le rôle de l'État, c'est simplement de permettre à chacun de poursuivre son propre plan de vie, et les autres sont vus comme des obstacles à la poursuite par chacun de ses objectifs. Alors, ça, c'est au fond l'idée ou les idées qui caractérisent le néolibéralisme comme philosophie. Et comme philosophie, le néolibéralisme n'est pas seulement de droite. Car ce qui est tout à fait frappant pour qui a un peu étudié l'impact du néolibéralisme, c'est que cette philosophie que je viens de rappeler, elle a été totalement appropriée par une certaine gauche social-démocrate lorsque celle-ci a voulu se moderniser, lorsque celle-ci a voulu, au fond, échapper aux reproches de se répéter par rapport aux combats de la première moitié du XXe siècle ou des combats qui ont conduit à l'édification de l'État-providence. Quand Bill Clinton, en 1996, annonce la fin de l'État-providence tel qu'on le connaissait, the end of welfare as we know it. Quand Tony Blair, que vous avez ici en bas avec Anthony Giddens, développe sa troisième voie en fondant le New Labour en 1997. Quand, quelques années plus tard, Gerhard Schröder appelle Peter Hartz, que vous avez à ses côtés, qui est le directeur des ressources humaines chez Volkswagen, pour toute une série de lois sur le droit du travail en Allemagne, qui vont flexibiliser le marché du travail et introduire, c'était l'intention du dynamisme dans l'économie allemande. Ce sont des réformes portées par des sociodémocrates, Blair, Schröder et Clinton, mais ce sont des réformes qui, au fond,
sont empreintes de cette même idée que pour que l'individu soit productif, pour que l'économie croisse, pour que l'innovation soit récompensée, il faut surtout créer une série d'incitants qui vont obliger les individus à apprendre, à s'améliorer en permanence et à se vivre comme étant en concurrence les uns avec les autres, et vivre pour soi plutôt que pour des fins qui sont altruistes et pour l'intérêt général. Alors, si c'est cela le néolibéralisme, se pose la question de savoir comment on peut le déplacer, le contester. Mais ici, les choses sont, je crois, particulièrement difficiles. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme est un système qui se compose de plusieurs éléments différents les uns des autres, sinon ce ne serait pas un système, ce serait un seul élément, une seule composante. Mais ces différents éléments du système néolibéral se renforcent et se soutiennent mutuellement. C'est pour ça qu'on a un système très inerte, très difficile à déplacer. C'est parce que toutes ces évolutions ont convergé pour former système. Quelles sont ces évolutions? Quels sont ces éléments? Quelles sont ces composantes? D'abord, il y a, je crois, des choix technologiques qui ont été faits dans le type d'investissement en recherche et développement, dans le type d'infrastructure que l'on conduit, dans le type de logistique que l'on met en place, des choix technologiques qui ont toujours voulu récompenser les économies d'échelle, les longues chaînes d'approvisionnement et de production et de distribution, les produits les plus standardisés possibles pour convenir à la consommation de base, et c'est en vue de favoriser ces économies d'échelle, cette production de masse pour satisfaire les besoins de consommation de la population qui ont surtout été encouragés par le passé. Évidemment, ces choix technologiques entraînent dans l'économie la domination de quelques grands acteurs économiques, les plus grandes entreprises qui sont les championnes de cette économie, des économies d'échelle, qui sont les championnes de cette standardisation des produits, qui sont les championnes de ces chaînes longues qui mettent en concurrence les fournisseurs de différents pays et de différentes régions, et qui n'ont pas eu jusqu'à présent à véritablement compenser les coûts sociaux, environnementaux, de santé que leurs pratiques imposaient à la collectivité. Et ce sont ces entreprises qui ont pu se développer sur une échelle transnationale, mettre en concurrence les États les uns avec les autres, forçant les États à rentrer dans une spirale de concurrence en matière sociale, en matière environnementale et en matière fiscale, qui a conduit ces entreprises à pouvoir renforcer leur position dominante. Et bien entendu, il en découle des inégalités, mais en fait, ces inégalités seront justifiées au nom de ce que les biens de consommation courants sont produits en très grande quantité, sont relativement abordables, et que dans cette économie low cost, même les ménages qui ont des bas revenus, même les ménages qui sont en bas de l'échelle sociale, parviennent à avoir un niveau de vie qui parvient à satisfaire l'essentiel de leurs besoins. Et au fond, le deal qui est proposé aujourd'hui, c'est qu'on accepte des inégalités, on accepte même la croissance des inégalités au nom de la production de masse à bas prix par les grandes entreprises de produits de consommation courante qui vont ne pouvoir être produits par ces entreprises que si on les laisse faire et que si on permet à ces entreprises de se développer et de jouer de ces concurrences fiscales, sociales et environnementales entre les États. Comment est-ce que les entreprises parviennent à obtenir des gouvernements qu'ils s'entêtent dans cette voie? Eh bien, c'est parce que le pouvoir est très concentré, relativement facile à influencer dès lors qu'il est concentré, et que ces entreprises peuvent utiliser toute une série d'arguments qui leur permettent, au fond, de proposer leurs propres solutions aux politiques. D'abord, elles peuvent dire qu'elles et elles seules peuvent investir dans ces technologies de la société de consommation, dans ces technologies qui permettent de développer la production de masse. Elles peuvent dire qu'elles et elles seules peuvent faire des économies d'échelle qui vont permettre de satisfaire les besoins de la population. Elles peuvent pratiquer le chantage à l'emploi en disant que si, dans tel État où elles sont présentes, des conditions sont faites qui ne leur sont pas favorables, elles peuvent délocaliser
leur production. Et en fait, on a une situation où l'État en vient à être capté par les intérêts de ces grandes entreprises. C'est ce que, dans son dernier ouvrage, James Galbraith, dans l'État prédateur, The Predator State, décrit de manière tout à fait remarquable, en nous alertant d'ailleurs, nous, progressistes, sur le danger qu'il y a à ne pas s'occuper de l'État, à laisser l'État aux autres et à construire nos alternatives à l'ombre de l'État en espérant ne pas trop attirer l'attention. Alors, c'est ça, au fond, le système auquel nous avons à faire face. Ce sont différents éléments qui se renforcent mutuellement, qui ont coévolué, et le système est difficile à déplacer, à changer, à transformer, parce que même si on obtient une réforme dans un de ces secteurs, la technologie, l'économie, la culture d'une société de consommation et la politique, très rapidement cette réforme va être en quelque sorte absorbée, digérée, récupérée par ce système néolibéral dont je viens de décrire certaines des composantes. Ce qui explique paradoxalement la résilience de ce système par rapport au choc, c'est que toutes les crises sont très faciles à absorber dès lors que ce n'est pas seulement une technologie, le libéralisme, ce n'est pas seulement la domination des grandes entreprises, ce n'est pas seulement satisfaire les besoins de la consommation de masse, et ce n'est pas seulement un pouvoir politique qui est captif, c'est tout cela à la fois, et tout cela se renforce, se soutient et se développe ensemble. Alors, c'est une des difficultés de la réforme que nous appelons de nos voeux. Une deuxième difficulté, c'est que, évidemment, les alternatives politiques ne sont pas très nombreuses. Parce que, une fois que le néolibéralisme a convaincu même une certaine gauche de l'intérêt d'épouser sa philosophie dans l'objectif d'avoir une société qui continue de croître, qui continue de récompenser les innovateurs et qui continue d'encourager la production et la consommation de masse, l'offre politique, au fond, elle devient extrêmement difficile à trouver. Et malheureusement, on a parfois l'impression que entre quelques formations qui gèrent le statu quo et n'ont pas vraiment envie de développer une vision alternative, et des formations plus extrêmes qui sont pour le repli sur soi, qui sont pour l'étatisme, au fond, les choix sont relativement limités. Troisième difficulté, c'est que nous sommes dans un contexte politique où les utopies ont perdu beaucoup de leur séduction. On n'ose plus, aujourd'hui, offrir une vision, une utopie. Un grand récit, si vous voulez, c'est quelque chose qui est devenu tabou, comme si la pensée n'était crédible que si elle acceptait de se faire modeste. Et je pense que cela peut être un problème pour la construction d'alternatives. J'y reviendrai peut-être, si j'en ai le temps, en conclusion. Quatrième difficulté, c'est que dès lors qu'on tente autre chose, la capacité du système de étouffer les expériences ou l'expérimentalisme est considérable. Avec quelques autres, nous avons étudié par exemple la manière dont plusieurs plans d'ajustement structurel avaient été imposés à la Grèce à la suite du constat que l'étendue de son déficit public rendait très difficile pour la Grèce la possibilité d'emprunter sur les marchés financiers internationaux. Et très clairement, dans la manière dont l'économie grecque a été mise sous tutelle, dans la définition des conditions imposées à l'économie grecque à partir de 2010, et du premier des 3 plans d'ajustement qui lui ont été imposés, il y avait un souci de, je le dis très, très honnêtement, de faire payer à la Grèce, au fond, le prix de ses choix, et surtout en 2015, après lors du 3e plan d'ajustement structurel qui a frappé une formation très à gauche, qui est Syriza, et qui proposait précisément d'explorer une alternative. Enfin, dernier obstacle, c'est que nous avons certes des alternatives, mais ces alternatives sont fragmentées. Et si l'on voulait tenter une expérience pédagogique aujourd'hui, on pourrait demander à chacun d'entre vous de se situer sur un des cadrans de ce schéma. Il y a parmi vous un certain nombre de gens qui pensent qu'il faut miser sur les innovations citoyennes locales. D'autres disent non, pas du tout, il faut
prendre le pouvoir, capter le politique, au moins l'influencer. Nous avons besoin de l'État, nous avons besoin d'un changement qui est conduit par le haut. Certains disent qu'il faut sortir d'une société qui met l'accent sur la satisfaction des besoins matériels, aller vers une société post-croissance. D'autres, au contraire, non sans raison, insistent sur le fait qu'il faut d'urgence sortir de cette austérité qui nous est imposée depuis tellement d'années, qu'il faut redonner aux gens un pouvoir d'achat, qu'il faut ne pas sous-estimer l'importance de ces revendications matérielles qui s'expriment parmi notamment les groupes les plus défavorisés de la population. Et toutes ces bonnes volontés pourraient s'unir, mais en réalité, dès qu'on entre dans le détail des propositions qu'elles font, on constate des malentendus, des écarts, des oppositions parfois très explicites qui rendent extrêmement difficile la construction d'un spectre progressiste suffisamment représentatif de l'ensemble des sensibilités qui sont représentées sur ce tableau. Alors, sur base de ce diagnostic, de ces constats un petit peu pessimistes, quelles sont les possibilités de transformation que l'on peut explorer? Moi, je voudrais peut-être faire quelques propositions qui me paraissent aujourd'hui être parmi les plus urgentes, les plus importantes, en partant d'abord de l'idée qu'il n'est pas possible de travailler seulement au plan local, voire même national, sans aussi poser des questions concernant la gouvernance mondiale et l'espèce de cage qu'imposent aujourd'hui les libertés économiques, la liberté de concurrence généralisée à l'échelle internationale. Alors, contrairement à ce que l'on pense souvent, et contrairement peut-être à la terminologie que vous voyez sur cette dia, il ne faut pas, pour progresser dans cette direction, convertir l'OMC à une autre forme d'orthodoxie. Il ne faut pas convaincre des partenaires européens à une Europe qui est un horizon tout à fait différent et favorise l'harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Les États peuvent, de manière unilatérale, faire beaucoup pour beaucoup mieux jouer des flexibilités que leur laisse l'Organisation mondiale des échanges aujourd'hui. Et je pense que parmi les priorités qu'on pourrait se donner, c'est d'abord lier l'accès au marché au respect de conditions sociales et environnementales, au respect des droits sociaux des travailleurs et au respect de certains standards environnementaux. Aujourd'hui, de manière inouïe, on négocie des accords commerciaux et on conduit des politiques commerciales qui non seulement exposent les travailleurs chez nous à une concurrence déloyale, qui non seulement favorise le dumping environnemental en permettant aux entreprises de produire là où les normes environnementales sont les moins exigeantes pour ensuite exporter chez nous, mais en plus, on a un système qui n'aide pas du tout les mouvements progressistes dans le Sud qui tentent d'amener leur gouvernement à miser leur développement sur autre chose que sur la concurrence sociale et environnementale. Et la meilleure façon d'aider ces mouvements sociaux, ces organisations non gouvernementales qui travaillent en matière d'environnement, en matière de respect du droit du travail, par exemple, c'est de dire que l'Union européenne, qui représente quand même 24% du PIB mondial, peut subordonner l'accès à ces marchés au respect de certaines normes, qui sont des normes internationalement reconnues, en encourageant par conséquent les États qui progressent dans cette direction par les récompenses que leur offrirait un meilleur accès au marché. Ce sont des propositions qui sont faites dans plusieurs ouvrages, y compris par exemple par Joseph Stiglitz de la manière la plus spectaculaire, et je pense qu'il faut maintenant prendre les mesures que l'Union européenne, par exemple, peut prendre à son niveau en ce sens. Deuxième priorité, c'est évidemment lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, ainsi que le dumping fiscal. On a aujourd'hui bien compris les mécanismes à travers lesquels les entreprises pouvaient choisir où elles déclaraient leurs profits. On a bien compris le chantage fiscal auquel les États sont soumis. Le livre de Eric Valravens, par exemple, nous y encourage.
et nous pouvons prendre des mesures décrites dans ces livres pour agir contre cela de manière beaucoup plus volontariste. Troisièmement, nous pouvons prendre toute une série de mesures pour relocaliser l'économie, c'est-à-dire pour éviter que nous soyons soumis à une concurrence venant de l'allongement des chaînes de production, de transformation et de distribution, et nous pouvons relocaliser l'économie, la reterritorialiser pour favoriser une meilleure harmonie entre les territoires, les ressources locales d'une part, et les choix économiques qui y sont faits. Et puis nous devons, sur le plan de chaque pays, en Belgique en particulier, aussi nous donner certaines priorités. Je voudrais là aussi en énumérer trois. La première, c'est lutter contre les inégalités. Nous savons évidemment que l'Europe est moins inégale comme région que d'autres régions, et c'est ce que montre par exemple ce récent rapport mondial sur les inégalités, mais nous savons aussi que dans toutes les régions du monde, les inégalités n'ont cessé de progresser depuis le milieu des années 1980. Et c'est vrai en Europe comme ailleurs, même si c'est un peu moins vrai en Europe que par exemple en Inde ou en Russie après les privatisations des années 1990. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Les États-Unis sont dans une situation où la part de revenus que détiennent les 1% a explosé par rapport à la part de revenus que détiennent les 50% de la population qui sont les plus pauvres. Mais même si en Europe, on n'est pas dans une situation aussi dramatique, on voit malgré tout une évolution qui conduit à l'accroissement progressif des inégalités. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est sans doute de repartir de cette idée très belle des communs pour définir les nouvelles modalités de notre vivre ensemble. Alors, évidemment, ce n'est pas ici le lieu de faire toute une théorie autour des communs, mais je voudrais peut-être souligner trois intérêts que je vois à la montée en puissance de cette idée dans les débats publics et dans les pratiques citoyennes. La première idée, c'est que cela met fin à ce face-à-face typique des 19e et 20e siècles entre l'État et le marché, entre l'égalité et la liberté, et cela permet de faire émerger un troisième acteur et une troisième valeur. L'acteur, ce sont les communautés, la valeur, c'est la fraternité. Et au fond, on sort avec les communs de cette espèce de balancement permanent qui a tellement défini la manière dont le débat politique est structuré jusqu'à présent, et l'on donne une visibilité à des nouveaux acteurs qui peuvent régénérer le débat politique, les communautés locales qui peuvent assumer la gestion des ressources communes. C'est cela, au fond, les communs au sens premier de l'expression, telle qu'elle a réémergé dans le débat public depuis une quinzaine d'années. Deuxièmement, et c'est cela l'apport de ce livre de Pierre Dardot et de Christian Laval, c'est que les communs, c'est aussi une manière de concevoir notre être ensemble et une exigence de démocratisation générale qui va bien au-delà de la démocratisation de l'État. On dit souvent que nous sommes dans une société démocratique. Ce n'est pas correct. On est dans un État démocratique. Nous votons effectivement pour des représentants qui vont ensuite penser, décider, agir pour nous. Mais nous ne sommes pas dans une société démocratique au sens où beaucoup de décisions prises au quotidien dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités, dans les familles, ne le sont pas sous l'exigence démocratique. Et ce que les communs nous amènent à penser, c'est comment nous pouvons co-gérer ensemble, de manière participative et démocratique, ce qui nous intéresse tous, de manière à démocratiser non seulement l'État, mais la société. Et puis, troisième idée qu'amènent les communs, c'est que la liberté des autres n'est plus comme, vous savez, dans ces schémas qu'utilisent les physiciens qui définissent les rapports de force, la liberté des autres n'est plus une entrave à ma liberté. La liberté des autres devient une condition pour que je puisse exercer la mienne. Pourquoi ? Parce que pour qu'une action collective puisse se construire, pour qu'on puisse construire des projets ensemble, eh bien, il faut que chacun puisse utiliser sa liberté, que nous puissions les utiliser, ces libertés, ensemble, pour construire des initiatives collectives.
Et comment alors ne pas être encouragé par ceux qui se développent à Liège, par exemple, avec la ceinture alimentaire, à Gand, avec cette initiative développée par Michel Bowens et d'autres, dont Dirk Hollemans, notamment autour des communs à Gand. Vous savez qu'au début de l'année dernière, Michel Bowens et d'autres ont travaillé à identifier à Gand les émergences de communs à travers toute une série d'initiatives locales dont ils ont voulu décrire les conditions d'émergence et d'épanouissement. Et ce que cette équipe a proposé, c'est de concevoir ce qu'ils appellent une ville partenaire à Gand, c'est-à-dire une ville, un pouvoir public, qui ne prend pas la place des citoyens pour faire tout à leur place, qui n'étouffe pas l'initiative citoyenne ou ne la récupère pas, mais qui soutient ces initiatives afin qu'elles puissent s'épanouir, se développer, en créant les conditions propices à cet effet. Alors, nous n'avons pas le temps de développer, évidemment, les propositions de Michel Bowens ici, ces propositions d'une ville partenaire, mais l'idée générale, c'est que, au-delà des réglementations juridiques que l'État peut adopter, au-delà des incitants économiques qu'il peut vouloir mettre en place, il y a une manière pour l'État de se mettre au service des initiatives citoyennes, au service de la reconstruction de ces communs, qui peut permettre à ceux-ci de s'épanouir et peu à peu de constituer une alternative. Et dans ce programme qui nous est proposé de résurgence des communs, il y a une composante démocratique tout à fait essentielle qui, au fond, se traduirait par exemple par l'installation de conseils de politique alimentaire ou de conseils de gestion de l'énergie à l'échelle locale qui seraient peuplés d'hommes et de femmes ordinaires, d'entrepreneurs locaux, bref, de représentants des différentes parties de la population pour aider à ce que la décision publique soit plus transparente et plus démocratique. Et donc, je termine par cette très belle image, je trouve, du champ d'écailles à Boitsfort, en disant que l'État ou la ville partenaire, c'est peut-être le type d'État qu'il nous faut aujourd'hui imaginer. Un État qui favorise l'expérimentation citoyenne, qui ne prétende pas penser au nom des gens et faire à leur place, mais qui aide vraiment les gens à mettre sur pied leurs projets en soutenant ceux-ci. Un État qui décide comment favoriser un aménagement du temps, un équilibre entre le temps de travail, le temps de loisirs, pour favoriser l'activité civique et l'investissement dans des projets d'intérêt collectif. Un État qui réfléchit l'organisation de l'espace également pour éviter que l'on perde 2 heures par jour dans des embouteillages ou que l'on émette des quantités considérables de gaz à effet de serre simplement parce que les lieux du travail sont éloignés du domicile et que l'école est encore plus loin, etc. Je pense qu'il y a là une vraie réflexion à tenir. Un État partenaire qui aussi favorise une égalité de genre. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer ce point. Un État aussi qui démocratise vraiment la prise de décision et qui accepte de rendre des comptes régulièrement aux citoyens plutôt que simplement lors des élections tous les 4 ou 5 ans. Un État finalement qui permette par là de reconstituer le capital social, qui nous permette de nous sentir au fond membres d'une communauté avec un intérêt collectif, ne pas voir les uns et les autres comme des concurrents les uns des autres, mais au contraire permettre de comprendre que la liberté des uns est la condition de possibilité pour moi d'exercer ma propre liberté. Voilà, je voudrais vous remercier et je me réjouis de passer cette soirée avec vous. C'est malheureux qu'on devrait interrompre un discours si clair et si plein d'idées cohérentes et profondes. J'espère qu'on peut revenir sur certaines choses pendant la discussion avec le public. Mais d'abord, on va passer la parole à Manu Kleijs. Ik ga nu over, dus laat maar switchen uw vertaalmachine. Ik ga nu over naar onze tweede expert, Manu Kleijs, die hier zit voor, ik heb het al gezegd, Staten-Generaal. En die, ik denk dat dat een prachtige aanvulling is op het discours van professor De Schutter, in de praktijk
voor een deel al bewezen heeft dat een dergelijke aanpak van lokale democratie, van lokale politieke actie, gevoed met kennis van experts en met verschillende alternatieven, tot successen kan leiden. Ik zou Manu dan ook willen vragen om eerst misschien heel kort, we zullen dat een beetje in een vraag-antwoordspel doen, maar om heel kort de beweging, Staten-Generaal, waarover het ging en zijn eigen rol daarin een beetje voor te stellen. Ja, goedenavond. Staten-Generaal is ontstaan in 1999, dus volgend jaar bestaan we 20 jaar. En de beweging is ontstaan uit een grote bron van frustratie. In Antwerpen is er het Museum van Schone Kunsten. En daarvoor ligt een groot plein. Tot 1998 was dat plein een klassiek Belle Époque 19e eeuws plein. Met kastanjebomen, je kon daar flaneren, het was zeer groen. En dan had de stad Antwerpen beslist dat dat moest gemoderniseerd worden. Dat al die bomen weg moesten en dat daar een groot stenen evenementenplein moest komen. Dat heeft zeer veel consternatie gecreëerd in de buurt. En mensen zijn zich beginnen organiseren daar rond. Helaas heeft de overheid, ik zeg vaak een beetje zoals in een slechte Tsjechische jeugdfilm van de jaren 50, heeft de stad 's nachts, eigenlijk 's ochtends vroeg, alle bomen omgehaald. Terwijl die burgers die zich georganiseerd hadden, intussen wel al naar de rechtbank gestapt waren om dat net te verhinderen. Dus het feit dat de stad dat heeft gedaan, heeft zoveel frustratie gecreëerd, dat de mensen beseften van, ja, we hebben eigenlijk geen wapens, geen organisatie, geen methodes om hier in plaats van de vote ook de voice te brengen. En dan zijn ze zich beginnen organiseren daar in de buurt, vandaar het concept Staten-Generaal. Wij gebruiken het ook als een werkwoord, Staten-Generalen. En dat is in de loop der tijd geëvolueerd. Maar in het begin was dat vooral zoveel mogelijk mensen in die wijk en dan ook in heel Antwerpen samenbrengen. Dit is een postkaart, een soort kaartje, een visitekaartje dat de eerste ploeg van Staten-Generaal heeft gemaakt. En vooral de tweede slide, misschien eens duwen. Ja, deze is heel interessant, omdat daarin zit de hele filosofie van die bewonersvereniging. Die is uitgegroeid van eerder een lokale speler tot een speler die in heel Antwerpen een stem heeft gekregen. En de 4 essentiële dingen daar zijn weerwerk, resist, om het zo te zeggen. Denkwerk, dat wil zeggen, denk na, ook over alternatieven, werk ze uit, experten betrekken. Het derde is netwerk, le réseau, zorgen dat je jezelf groter maakt dan je bent door je te gaan verbinden met gelijkgezinden. En dan veldwerk, dat is eigenlijk op het terrein gaan werken met de mensen. Dat is mobiliseren, sensibiliseren, infoavonden, protestmarsen, ook heel kleine spelers lokaal proberen te absorberen in de beweging. De volgende slide. Ja. Dit toont in 2005, dus Staten-Generaal bestond toen 6 jaar. In 2005 is er in onze vereniging een soort doorstart gekomen, een soort heel acuut. Dus die kastanjebomen, dat was een relatief klein dossier. Dit was eigenlijk een megadossier, dat ook een Vlaams dossier was. En voor mensen in Brussel en in het Franstalige deel van België is dat wat minder bekend, maar dit dossier heeft sinds 2005 tot vandaag de Vlaamse pers gedomineerd. Jaar na jaar na jaar na jaar. Daar zijn halve regeringen overgevallen. Daar zijn ministers moeten opzij gaan. Daar zijn honderden parlementaire commissies rond geweest. Duizenden bladzijden krant geproduceerd. Honderden uren debat op de televisie. Dus dat was, wij beseften eigenlijk na een paar jaar, dit is zo belangrijk, dat wij ons nu zo goed moeten organiseren dat we have to set an example. Dus wij wilden eigenlijk een example of good practice gaan uitwerken in ons organiseren daar.
is misschien nuttig om toch kort even wat die Oosterweelverbinding eigenlijk was en welke impact dat zou gehad hebben op de stad Antwerpen, had dat doorgevoerd zoals dat oorspronkelijk was gepland, om dat even te schetsen, want ik denk niet dat iedereen hier daar een goed beeld van heeft. Dus dit is de kaart van het centrum van Antwerpen. En de blauwe lijn die je daar ziet, dat is de Schelde. Lescaut. Dus de rivier die door Antwerpen loopt. En dan heb je linkeroever en rechteroever. De rechteroever is het centrum. De Vlaamse regering is in 1996 begonnen met het uitwerken van dit project. Pas in 2005, 9 jaar later, kwam er een maquette boven. En zowel de bestuurders van de stad, maar vooral ook de bewoners van de stad en veel experten zeiden, dit kan toch niet. We beseften eigenlijk dat, ik zal eens recht staan, daar dit centrale deel. Je moet zeggen dat dat een sluiting van de ring veronderstelt wordt. Dus de ring rond Antwerpen die is niet helemaal gesloten. Eigenlijk ook zoals de Brusselse ring. Bij ons is het een driekwart ring en de regering had in het hoofd, dit moet een volledige ring worden. En ze verkochten het aan de publieke opinie met, daar woont toch niemand, waar wij dat gaan completeren. Wij hebben duidelijk gemaakt aan de publieke opinie, en dus het beeld dat ze brachten was ook, het gaat eigenlijk maar om, het gaat eigenlijk maar om een viaduct van 2-3 kilometer, veel micro's, 2-3 kilometer viaduct, ergens tussen de haven en de stad, en daar woont toch eigenlijk niemand, who cares? Dat was de beeldvorming. Wij hebben kunnen duidelijk maken, door onderzoek, door de wet op openbaarheid van bestuur, het opvragen van documenten, we hebben daar lang aan gewerkt, hebben wij kunnen duidelijk maken dat de impact van dat geplande project over de hele stad zou zijn. En om een beetje de afstand te schetsen, als je van links onderaan gaat naar rechts bovenaan, ja, ik denk dat je van Molenbeek naar Ukkel aan het gaan bent. Dit is een enorm gebied, dus het gaat om vele kilometers. En dus wij hebben aan de publieke opinie in Antwerpen kunnen duidelijk maken, door dat denkwerk en door recherche eigenlijk, hebben wij kunnen duidelijk maken dat hier een majeure catastrofe op ons aan het komen was. En dat we waren dan in 2007. Dus 2 jaar hebben we daarop zitten studeren. We hebben ook een bezwaarschrift ingediend in de procedures. In Vlaanderen hebben wij op gouvernementeel niveau zeer veel interessante procedures en decreten die instrumenten kunnen zijn voor ons om voluit te gebruiken. En dat is ook iets wat Staten-Generaal in de markt heeft gezet in Vlaanderen. Gebruik alles wat je kunt hebben, op legale wijze uiteraard, maar maak gebruik van wat je hebt. Bijvoorbeeld in 2009 hebben we een volksraadpleging georganiseerd in de stad Antwerpen. Die volksraadpleging, het belangrijke daarvan was zelfs niet eens de uitslag, maar was de mobilisering, sensibiliseren. En heel Antwerpen was daarover bezig, maandenlang. Want om een volksraadpleging te organiseren moet je eerst handtekeningen verzamelen. 10% van de bevolking moet een handtekening geven. Daar ben je maanden mee bezig. En daardoor is de stad daarover aan het praten. Dus wij hebben kunnen duidelijk maken aan de publieke opinie, maar ook aan veel lokale politici, vooral in de oppositie uiteraard, maar ook aan veel experten, dat dit de stad kapot zou maken, als we dit zouden doen. En dan is er een soort existentiële fase gekomen. En het is op dat moment dat vele experten, verschillende experten, maar nog niet echt veel, eerste uitspraken zijn beginnen doen. Bijvoorbeeld professor Georges Allard van de Universiteit van Gent, ja, die kwam dan op de televisie, nationale televisie, en hij zei, dit wordt de dodenweg van Europa. Dat maakt natuurlijk een geweldige impact. Wij hadden ook blootgelegd dat de autostrade, waarvan zij altijd de beelden tonen op de televisie, dat die rechts op de tekening zou gekoppeld worden aan de bestaande autostrade met 18 rijstroken. Dus dat is Los Angeles in Antwerpen. Nu hebben we in Antwerpen wel heel veel verkeer, maar om daar 18 rijstroken te bouwen, wij hebben die plannen ook naar buiten gebracht en op dat moment werden nog meer mensen boos, heel boos. Maar wat wij ook altijd hebben gedaan, dat is, we hebben niet alleen gezegd, dit is een heel slecht idee, maar we hebben altijd alternatieven naar voren geschoven. En we zijn ook soepel geweest in onze alternatieven. Dus wij hebben die ook aangepast regelmatig, maar wij hebben
de verbeelding willen voeden, ook de hele tijd. Het kan echt anders, de alternatieven. Soms een vraag laten stellen. Toe om daar even op in te pikken. Het is misschien nuttig om op dit moment te schetsen hoe Staten-Generaal en de ermee samenwerkende andere burgerbewegingen, die ondertussen ook naar voren zijn gekomen, hoe dat zij eigenlijk van een actiegroep rond bomen, rond kastanjebomen, zich op een relatief korte tijd hebben kunnen ontwikkelen tot een zeer krachtige speler op het lokale, politieke en ook wetenschappelijk expertvlak. Want jij moest natuurlijk die expertise opbouwen en die geloofwaardigheid afdwingen. Hoe is dat gegaan? Hoe heb jij de juiste expertise kunnen vinden? Hoe heb je de juiste spelers aan u kunnen vinden en heb je de media meegekregen? In 2007 stonden wij dus op het punt dat Antwerpen zag dat er een probleem was, maar de overheid minimaliseerde dat en wilde eigenlijk, omdat ze dan al 11 jaar bezig waren, ze hadden eigenlijk bijna een bouwvergunning. Degenen die het gingen bouwen, die waren ook al bekend. Dus ze zaten in een soort machine van, met de grote spelers, het was al allemaal beslist. Dan hebben wij eind november 2007 in de Singel in Antwerpen, een cultuurcentrum, hebben wij ongeveer voor dit soort publiek, ik denk dat we met een 100-tal mensen waren, hebben wij een infoavond gegeven. Ik denk dat onze 40ste infoavond was, maar dat was eigenlijk de cruciale. Hebben we een infoavond gegeven en hebben we uitgelegd wat er stond te gebeuren en wat mogelijke alternatieven waren. En daar zaten in de zaal een heleboel mensen die avond activist geworden zijn. Bijvoorbeeld, er is een tweede actiegroep in Antwerpen, die heet Ademloos. En die zijn, dat zijn 3 70'ers. Intussen is de stichter ervan is nu 78, de 2 anderen zijn intussen al in de 80. Dus die hebben die avond eigenlijk beslist, we moeten een groep oprichten die een focus legt, want die mensen van Staten-Generaal, dat is nogal technisch en dat is rijstroken en mobiliteit. Maar wij gaan ons focussen op de luchtkwaliteit. En de trekker daarvan was in een vorig leven een belangrijke reclameman in België. En die heeft een stuk de technieken van de reclame losgelaten op hoe zetten we hier die problematiek in de markt. En binnen 3-4 maanden was Ademloos wereldberoemd in Vlaanderen. Dat is eigenlijk heel vlug gegaan. En die zijn veel verder gegaan dan wij in het bespelen van ook emoties. Op een goede manier. Bijvoorbeeld, zij hebben ook een school. Daar ligt, ergens in dat gebied ligt er een school voor patiënten met luchtwegenproblemen. En daar zijn 50 leerlingen die permanent in die school zitten, op pensionaat. En die school begon ook de indruk te krijgen dat dat geen goed project was voor hen, want dat viaduct liep bijna over de speelplaats. En dan hebben we samen met die school al die kinderen naar de grote markt van Antwerpen gebracht. De kade aan de Schelde stond vol met ambulances, want dat was een hele precaire operatie. Maar dat was in overeenstemming, dat was afgesproken met de ouders, de personeelsleden, de kinderen. Men wist dat het een soort riskante operatie was, want dat waren patiënten. Die zijn naar de grote markt gekomen. De VRT was daar, VTM, de commerciële zender. Al de grote spelers waren daar. En die beelden zijn 's avonds voor miljoenen Vlamingen getoond dat luchtwegenpatiënten worden eigenlijk kapotgeduwd door een viaduct en de overheid, they don't care. Dat was zo'n beetje het beeld. Dan hebben we die handtekeningen verzameld. Ademloos heeft dat vooral gedaan. Dus heel veel vrijwilligers met t-shirts van Ademloos ook aan stations gaan staan, maandenlang. Wij zijn ook naar moskeeën getrokken. We hebben gepraat met de imams van de provincie, dat dan uitgelegd, opdat zij zelf in het Arabisch in de moskeeën ook pamfletten konden verspreiden, dat dat een heel slecht project was. En dan is er de volksraadpleging geweest in oktober 2009. We hebben die gewonnen, dus er zijn 35% mensen gekomen. Wat in een stad heel veel is, verplaats dat naar Brussel. Eigenlijk 30-40% komt sowieso helemaal niet. Die bereik je nooit. Die zijn zodanig in bijna survival modus dat die wel andere dingen te doen hebben. En dan hebben we eigenlijk van de groep die je kon bereiken, de helft zo ver gekregen dat ze op een zondagochtend naar het stemlokaal gingen. En we hebben dat gewonnen. 60% heeft nee gestemd, 40% ja, dus we hadden gewonnen. De Vlaamse overheid had zich geëngageerd om de uitslag te respecteren. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft dan gezegd, het viaduct verdwijnt, maar we gaan daar een tunnel bouwen in de plaats. En wij zeggen, ja, dat is niet echt de oplossing, want dan heb je 2-3 kilometer tunnel, maar al de
aanvoerwegen blijven gewoon dezelfde. En dan zijn we dat gaan opschalen. Dus wij hebben dan, er is iets heel interessants gebeurd. Een aantal captains of industry uit de haven van Antwerpen en een aantal bekende economen, zoals bijvoorbeeld Geert Noels, die vaak op televisie komt. Die hebben zich verenigd in een groep van 10. Die hebben Staten-Generaal benaderd en zij hebben gezegd: zouden jullie nog een 4-tal maanden willen studeren op best possible options, waarmee we naar buiten kunnen komen. Dus we hebben dat dan gedaan. Dat is dan weer een alternatief geworden. We hebben dat dan de Meccano genoemd. Het is allemaal technisch, ik ga het niet uitleggen. Maar dan is dat meegenomen in de procedures. Milieueffectenrapport is daarover gemaakt. En in 2014 zijn de resultaten naar buiten gekomen. En opnieuw heeft de overheid dat alternatief weggeschreven. Het overheidsproject was weer het beste. In dat jaar is er een derde actiegroep op het toneel verschenen. Met de naam Ringland. Wat heeft Ringland gedaan? Die hebben gezegd: de discussie over tracés en alternatieven is heel belangrijk. Maar jullie hebben ook al jaren gezegd: als deel van de alternatieven moeten we eigenlijk ook nadenken over het overkappen van de Antwerpse ring. En moeten we ook nadenken over wat heet de modal shift. Dus dat wil zeggen, waar vandaag 70% auto's en 30% voetgangers, openbaar vervoer en dergelijke is, dat moet 50-50 worden. Zij hebben een plan laten uittekenen samen met experten om de hele ring van Antwerpen te overkappen. Dat heeft een 2-tal jaar gevraagd om dat bij de hele publieke opinie te brengen. De overheid besefte dat ze met ons nooit klaar zouden zijn. Wij zouden dat volhouden tot in het jaar 50. Hun Oosterweelverbinding die ging er nooit komen, dat beseften ze. Tegelijk voelden ze dat er een groot draagvlak was voor die overkapping. En we zijn dat in elkaar gaan schuiven. En dan heeft de overheid op onze vraag, en dat was eigenlijk de declic, dus toen waren we 10 jaar bezig. In 2015 hebben ze beslist: we gaan voor die overkapping, maar we willen toch ook een Scheldekruising en we gaan onderzoeken waar die moet komen, die nieuwe autostrade. En we gaan die twee aan elkaar koppelen. Ze hebben dan een professor uit MIT van Boston gehaald naar hier. Die heet, de intendant, heet dat is zijn opdracht. Dat is een soort curator, een soort procesbegeleider van het vinden van oplossingen. We hebben een jaar met hem gestudeerd, van alles en nog wat. Hoe breed moet die autostrade zijn, van alles en nog wat. En dan hebben we eind 2016 zijn we in gesprek gegaan met de ministers, met de regering, met du temps qu'il faut pouvoir dégager, libérer les gens pour qu'ils puissent dégager du temps. Et de même, je pense qu'un congé civique, comme on a un congé parental, pour des gens qui s'investissent dans une initiative qui a le soutien d'une instance locale, par exemple, ça peut être vraiment important, donnant 6 mois à 70% du salaire pour que des gens réalisent avec d'autres un projet. Deuxième piste, c'est garantir des moyens pour que la viabilité économique d'un projet puisse en assurer la pérennité. Les projets qui dépendent du bénévolat ou des subsides à court terme dont le renouvellement n'est pas garanti sont des projets qui vont s'écrouler. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le projet du Champ d'Écaille à Boisfort, c'est qu'il y a une alliance entre des bénévoles qui consacrent à cela, oui, leur soirée, leur week-end, et des paysans, des petits éleveurs, des fabricants de fromage qui ont la nécessité de rentrer dans leurs frais et vivre de leur production. Et une alliance intéressante entre ces deux logiques rend cette expérience viable. Troisième piste, c'est que si on crée des instances de participation à l'échelle locale, ou si on déconcentre le pouvoir pour en faire quelque chose de liquide plutôt que de solide et capté par quelques-uns, cela incitera les gens à s'investir dans la vie collective. En d'autres mots, l'appétit pour le changement ne doit pas être une condition pour la création d'instances de participation. C'est en créant ces instances que les gens vont s'intéresser à la vie de leur communauté, de leur lieu, vont vouloir proposer des projets parce que des plateformes leur seront données pour s'investir. Donc je crois que la démocratie locale et participative est extrêmement importante et peut être un outil pour que ces initiatives puissent se déployer. Très bien. We gaan nog een laatste ronde van vragen nemen. Ik had gezien, madame, meneer, daarboven ook nog iemand.
En als we dan tijd hebben, jij nog. En dat zal het dan vreselijk zijn. Je peux aller par proximité? Oui, mais n'oublie pas, madame. Non, je n'oublierai pas madame. Comme ça, allez. Mais tout, hein, ça va. Raouf Benamar du mouvement politique des citoyens. Je sais pas si ça... Oui. Nous sommes venus ce soir pour voir comment sortir du néolibéralisme. Or, personne n'a abordé le comment. On a proposé des alternatives, on a proposé des solutions, on a proposé des combats contre des effets du néolibéralisme, mais on n'a jamais cherché le moyen d'appliquer. Monsieur dit il faudrait démocratiser la société, l'État doit être au service, mais comment obliger l'État à être au service? C'est ça qu'il faut pouvoir. On est toujours en train de proposer des alternatives. Il y a des bibliothèques entières d'alternatives. Mais comment appliquer les alternatives et les mettre en œuvre, ça, on n'aborde jamais. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'arrivera jamais à changer ni à sortir du néolibéralisme. Il faut trouver un autre moyen de lutte. Et il existe d'autres moyens de lutte où il faut aller jusqu'au finish pour changer l'orientation et ne pas résoudre certains problèmes comme les états généraux. Monsieur? Als ik het goed begrepen heb, dan werkt dat? Ja. Als ik... C'est dans le gris qu'il faut bien parler quand vous entendez. Oublie? De grijs. Dit? De Kleine. Als ik het goed begrepen heb, dan is de kern van het betoog hier vanavond Il faut prendre l'autre ici. de politieke burger, participatie, activisme. We zijn nu 50 jaar na het beruchte jaar 68. Een paar weken geleden stond er een interview in Le Soir met Daniel Cohn-Bendit. En die zei, persoonlijk geloof ik dat in een revolutionair proces de mensen zich meester maken van het beheer van hun eigen leven, hun fabrieken, hun scholen en zo verder. Maar wat we niet begrepen hebben, is dat de mensen in opstand kunnen komen, maar geen zin hebben om heel hun leven aan politiek te doen. 24 uur op 24. Ze willen leven. En we hebben dus niets begrepen van de manier waarop we de representatieve democratie moeten herdefiniëren. Mijn vraag, als ik die verhalen hoor, vooral van Antwerpen, die krachtige initiatieven, zijn die niet gesteund op een beperkt aantal trekkers? En als je die wegneemt, wat schiet er dan nog van het... Hij is dus democrat. Wij zijn op dit moment stakeholder binnen wat ik daarnet heb geschetst. Dus in dat toekomstverbond zijn wij op dit moment vooral stakeholder. En dan verzoeker, dat zijn de procedures, dat is eigenlijk naar de rechtbank stappen op de plekken waar je kan vooruit helpen. Het creëert altijd een stuk leverage ook. Je mag niet bang zijn van je eigen schaduw. En de rechtbank het is ons recht om naar de rechtbank te stappen. All the time, zoveel als we willen. En wij zijn, denk ik, in Vlaanderen er ook in geslaagd. Van 10 jaar geleden was er een beeld dat burgers die naar de rechtbank stappen, dat zijn lastige mensen die alles tegenhouden en vooral de economische welvaart. Er is in Vlaanderen stilaan wel een beeld ontstaan, onder andere door dit dossier, dat mensen die naar de rechtbank stappen eigenlijk het recht hebben om dat te doen. En de politici zijn veel bescheidener geworden in het veroordelen daarvan. Omdat ze aan het voelen zijn van, dit wordt gewoon een instrument. En dat is eigenlijk een beetje ik denk de manier waarop wij proberen wij proberen het systeem open te breken om die alternatieven in het hart van het systeem ontwikkeld te zien. En wat wij niet proberen te doen, denk ik, dat is helemaal met een kant-en-klaar alternatief afkomen en zo moet het zijn, maar toch wel de openheid behouden, waardoor dat le pouvoir, laten we zeggen, het vertrouwen heeft dat wij het niet gaan overnemen, maar dat het een dialoog wordt waar we misschien wel halfweg komen. En vandaar, ik wil daarmee afronden, ik vind het zelf een enorme overwinning dat wij als links-progressieve bewegingen, uitgerekend met al die rechtsconservatieve, neoliberale gouvernementen, dit soort structuren
op poten aan het zetten zijn. Dat vind ik eigenlijk de mooiste overwinning van alles wat aan het gebeuren is. Merci Manu Klaes pour cet exposé très clair aussi et inspirant. Ça donne quand même de l'espoir que pas tout ce qui se passe est nécessairement sans espoir. Je vais passer à la salle. À la fin, on va donner encore le mot pour quelques minutes aux deux jeunes gens ici pour présenter la campagne elle-même. Je vais donner le mot à la salle. Je vais garder l'ordre dans la chose si c'est nécessaire. Vous faites des remarques ou vous posez des questions sommaires, courtes, pas des exposés pendant des heures. Voilà, on commence. Ja, wie heeft de micro zo? Quelqu'un va passer avec la micro, s'il vous plaît. Vous pouvez poser la question dans votre langue maternelle. Je mag in uw moedertaal de vraag stellen. Ja. Dus houd uw vertalers klaar, gardez votre traducteur. Monsieur là-bas. Ce micro-là, c'est seulement le micro, la caméra. Non, là. Il marche pas? Allô, allô? Ah, ok, donc c'est l'autre. Il faut donner les deux en même temps. Ah, d'accord, oui. Mais, voilà. Mais, Il y a en fait deux micros. Qui a demandé la parole? On doit utiliser les deux micros en même temps. levez-vous et présentez votre nom. s'il vous Oui, non, mais moi je vais que plutôt me rester comme ça. plaît. Je n'entends rien. Oui, ça passe pas? L'autre micro. Tu parles dans Allô? celui-là? Allô, ça passe? Oui, voilà. Je préfère comme ça, oui. Et je vais juste signaler qu'à Bruxelles, point de vue qualité de l'air, il y a aussi deux mouvements. Il faut les deux. C'est aussi détérioré dans certains axes de circulation, par exemple l'avenue de la Couronne, dans laquelle j'habite, et que même des procédures en justice sont aussi engagées à Bruxelles pour ça. Deux autres choses, point de vue des alternatives. Bon, d'abord, au niveau de là, on a parlé des monnaies locales, mais je crois qu'il faut aussi rendre la création de la monnaie à la société civile, du moins publique, donc munskeping en néerlandais, quoi, parce que bon, que c'est les banques qui monopolisent ça, et c'est les banques qui ont le pouvoir sur l'argent, et ça doit changer. La troisième chose, je pense aussi qu'il faut changer de système politique, parce que le système politique est oligarchique. Mais on ne va pas expliquer ça ici, on n'a pas le temps. Voilà. Merci. Iemand die daarop wilt reageren? Quelqu'un die quelque chose là-dessus? Ja, oké. On passe par deux ou trois autres questions et après on va donner aux orateurs l'opportunité. Ah, ok. Ici et là-bas. Ici, en face, et le monsieur là-bas aussi. Et j'aimerais aussi le voir défendre ici, madame. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Inger, je suis médecin et j'ai étudié pendant 35 ans les systèmes de santé autour du monde. Et il y a une chose que j'ai appris, c'est que dans le secteur de la santé, comme dans le secteur de l'enseignement et de la justice, il y a une opposition, je dirais, existentielle entre l'État et le marché. Si le financement des soins de santé passe aux banques, comme c'est le cas au Chili, comme c'est le cas en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, les conséquences sont catastrophiques en termes d'accès aux soins, de qualité des soins, d'éthique des soins et de dépenses de soins de santé. Donc il y a des domaines où oui, il y a une opposition entre les deux et il faut choisir. Monsieur ici en face. Is er nog iemand anders? En dan dat. Alors, oui, mais je vais quand même poser ma question d'abord. Mon nom est Régis Sursini, je suis écologue, je travaille sur la question des communs également. Moi, j'avais une question très très concrète qui me titille beaucoup. On essaye de constituer ce qu'on appelle un fonds pour les communs, donc permettre à toutes sortes d'associations, d'organisations de pouvoir justement s'offrir cette contre-expertise. Ma question est très concrète. Comment vous avez pu vous permettre de générer toute cette contre-expertise? Par quels moyens financiers? Par quel type
type d'organisation et comment est-ce qu'on fait croître une société civile et comment on fait en sorte qu'elle s'autonomise et qu'elle puisse devenir pérenne au-delà maintenant de ce qu'on commence à voir un peu partout, des budgets participatifs, qui est une espèce d'aumône qu'on veut bien nous octroyer, mais véritablement une autonomie de la société civile. Merci. C'est probablement le moment de repasser vers les orateurs. Peut-être Manu, gezien de laatste vraag, kunt jij daar kort even op ingaan? Dus ik heb gezegd, er zijn 3 actiegroepen, 3 bewegingen. Die hebben elk hun eigen manieren ontwikkeld om zowel fondsen te werven als expertise op te bouwen. Wij waren de eerste, Straten-Generaal. Het was dus ook de kleinste van de 3. Het is een beetje een soort lean and mean machine geweest. Wij hebben alles vrijwillig gedaan. Dus die eerste jaar, eigenlijk tot vandaag. We hadden iemand binnen Straten-Generaal, Peter Verhagen. Hij woont in Diest. Hij woont zelfs niet in Antwerpen. Hij is zelf ingenieur en hij werkt bij de Brusselse administratie. En hij heeft honderden uren geïnvesteerd in het mee nadenken over alternatieven. Wij hebben daar enorm veel over gediscussieerd, nachtenlang doorgewerkt, dat voorgelegd aan experten, afgetoetst, teruggekeerd. Dat was eigenlijk de eerste fase. De tweede fase was Ademloos. Die met die reclameman, die heeft het eigenlijk opgeschaald. Die heeft het groter gemaakt. Die is al beginnen crowdfunding doen. Dus Ademloos heeft een mailbestand opgebouwd van intussen 30.000 mailadressen. En regelmatig worden al die mensen aangeschreven om te zeggen, wij bestaan 4 jaar, kunnen jullie €4 storten, bijvoorbeeld. En daar wordt dan 15.000 à 20.000 euro opgehaald op een week tijd. Dat is weer geld, dat kan gebruikt worden vooral voor publiciteit. Dus grote reclamebasjes in de stad, infoavonden organiseren, t-shirts zijn verkocht, ook zodat mensen in Antwerpen met die t-shirts zouden rondlopen. Dat is eigenlijk meer zichtbaarheid creëren. En dan Ringland vanaf 14, die hebben het nog een grotere schaal ontwikkeld. Die zijn echt crowdfunding gaan doen. Dat is ook in de pers gekomen. Op de website stond ook een teller. En het objectief was 100.000 euro willen wij hebben. En met die 100.000 euro heeft Ringland 4 studies besteld bij studiebureaus die het allemaal goedkoper deden dan normale marktprijzen. Vanuit een engagement, dus zij doen dat niet gratis. Zij zeiden, ja, wij moeten dat ook doen. Onze mensen moeten ook leven. Doen het ook tijdens de uren vaak. Dus wij gaan basistarieven hanteren met een plafond. En voor 25.000 euro bijvoorbeeld willen wij gerust wel eens die luchtkwaliteitsanalyse maken op basis van uw ontwikkeld verkeersmodel. Dus dat was al highbrow expertise die daar nodig was. Heel belangrijk was ook dat de maatschappij dat kon volgen. Dus dat de publieke opinie dat allemaal goed kon volgen. En dat heeft bij de overheid het beeld doen creëren van een enorme power en draagvlak voor dat soort dingen. Maar wij hebben wel die expertise binnengehaald. En om af te ronden, Straten-Generaal heeft ook 2 grote tunnelcongressen georganiseerd. Dus over het overkappen. Daar waren telkens 300 mensen, 100 uit de bouwsector die daarop afkwamen. Die zeiden zelf, het is ongezien dat wij vanuit de bouwsector naar een congres over tunnels bouwen gaan, georganiseerd door een actiegroep. Dus dat was eigenlijk heel belangrijk. Oké, misschien Olivier? Oui, merci. Donc, d'abord sur la question des soins de santé, des logiques opposées du public et du privé, je crois que Pierre Verbeer, directeur de Médecins du Monde, aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Organisation qui s'occupe beaucoup de travailler ces causes de la détérioration des soins de santé en Belgique et ailleurs. Je réponds simplement à la dernière question. Je crois que c'est tout à fait passionnant ce qui s'est passé en Anvers autour de cette mobilisation depuis presque 20 ans. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les initiatives de ce genre qui misent sur le bénévolat et sur l'énergie citoyenne que des gens peuvent déployer le week-end et en soirée a ses limites. Et pour des projets qui réussissent comme cela, combien n'échouent pas parce qu'au bout de 2 ou 3 ans, les gens sont crevés, s'écroulent.
Donc je crois que votre question sur la pérennité, je crois d'ailleurs que vous avez utilisé le mot, est vraiment essentielle. Et pour ma part, je verrai 3 outils, parmi d'autres sans doute qui peuvent être imaginés. Le premier outil, c'est la manière dont nous organisons le temps individuel. Certains d'entre nous travaillent, Michel Sermac par exemple, sur la réduction du temps de travail, la semaine de 4 jours pour libérer le lundi. Mais une des raisons de le faire, c'est que ça libère du temps pour l'investissement dans l'activité citoyenne. Aujourd'hui, les gens sont épuisés et les temps de loisirs qu'ils ont, ils le passent à récupérer du travail ou à préparer le travail qui va suivre en essayant de se former pour être plus performant. Et donc je pense qu'il y a vraiment... Stadsbestuur van rechtsconservatieve signatuur, Vlaamse regering ook rechtsconservatieve signatuur en alle actiegroepen links-progressieve signatuur. Dus dat is heel interessant om dat bezig te zien. We zijn in gesprek gegaan en we hebben gezegd we moeten hier werken naar een nieuwe structuur van samenwerken, l'état partenaire. Wat hadden we ook gedaan? In de zomer van 2015 zijn wij naar de Raad van State gestapt. Omdat we zeiden, ça suffit. We gaan vol een bak, dit kan echt niet meer. We hadden 12 grote fouten opgelijst. En er kwamen signalen vanuit de Raad van State, want dat is eigenlijk met een advies eerst en pas dan een definitieve uitspraak. Er kwamen signalen dat wij gingen winnen. De overheid besefte dus, 1, wij gingen winnen. Heel hun project was juridisch teruggeschroefd naar dag 0. 2, er was groot draagvlak voor die overkapping. En 3, wij hadden bewezen dat we op een goede manier kunnen nadenken over alternatieven. En dan zijn we beginnen negociëren met de overheid, eigenlijk echt een soort regeerakkoord opgesteld. En op 15 maart vorig jaar, ik heb daar ook een beeld van, misschien nog eens klikken. Ik weet niet of dat... Nee. Ja, klik nog een paar keer. Ja, slaat dan maar over. Een paar keer nog klikken. Ja, nog eens. Nee, nog eens. We komen er, ja. Ja, nu nog 1 keer, 2 keer. Ja, ja. Dus op 15 maart 2017 hebben we dan met de minister-president, die zit in het centrum, de minister-president Bourgeois, en ongeveer de halve regering, en aan de linkerkant de 3 actiegroepen, de 3 burgerbewegingen, hebben wij dan een toekomstverbond gemaakt. Dat is 12 bladzijden. En daar staat in dat de regering 1,25 miljard alvast vrijmaakt voor een eerste fase van de overkapping. Daar staat ook in dat er een nieuwe werkstructuur komt, een werkgemeenschap heet dat, met 4 grote werkbanken. De eerste werkbank is overkapping. De tweede werkbank is modal shift. De derde werkbank is Kwiet Oosterweel. En de 4e werkbank is, we gaan het verkeer dat niet in Antwerpen moet zijn, rond de stad Leiden, met een grotere boekle, om het zo te zeggen. Dat heet het haventracé, door de haven. En dat is een erfenis van wat wij als alternatief altijd naar voren hebben geschoven. Doorgaand verkeer, niet door de stad, maar rond de stad. Dus die 4 werkbanken, dat is intussen een jaar geleden, die zijn allemaal aan het rollen. De ene al vlugger dan de andere. En het is in die werkbanken dat we erin geslaagd zijn om telkens de 3 belangrijkste spelers in alle besluitvorming samen te krijgen. Dat zijn de burgers, dat zijn de administraties en dat zijn de experten. Dus die 3 komen samen. De burgers mogen al hun experten meebrengen en de administratie ook. De administratie wordt gevaloriseerd omdat zij aangesproken worden op hun capaciteit om mee na te denken, ook out of the box, over alternatieven. De administratie was in dit dossier zeer gefrustreerd omdat de Vlaamse overheid, op zijn neoliberaals, de maatschappij die dit allemaal zou bouwen, naast de administratie had geplaatst. Met een mooie naam, de beheersmaatschappij, maar eigenlijk was dat een soort verkapte privatisering van wat moest gebeuren. De motivatie daarvan was, het zou sneller zijn, efficiënter en goedkoper. Dat is in 1996 gezegd. In 2017 beseften ze van, we gaan het toch anders moeten doen, want het gaat trager en het wordt steeds duurder en het gaat niet vooruit. Ik heb ook een boek van 500 bladzijden geschreven daarover en de titel is Stilstand. Omdat we al 20 jaar stilstonden. Dus dit is eigenlijk iets moois dat is gebeurd. En om wat in te pikken op de exposé van daarnet, om dan naar het neoliberalisme te gaan. Want
vind dat ook wel heel belangrijk, tenzij je nog een vraag wilt stellen die dan in die richting gaat. Gewoon, ga daar alsjeblieft op in, maar ik zou er toch nog even iets willen, want we gaan onze laatste 5 minuten net. Ik zou willen vragen om in uw samenvattende conclusies of whatever dat je nog moet vertellen, ook enige aandacht te besteden aan hoe heeft de burgerbeweging zichzelf geloofwaardig kunnen maken bij experts om die als bondgenoten te vinden, zonder dat die de boel overpakken, zodat het politieke aanwezig blijft. Hoe is die heterogene cluster van bewegingen samengesmolten tot een krachtig front? Dat zijn twee elementen. En dan inderdaad een derde, de meer algemene problematiek naar het discours over liberalisme toe en wat we daaruit kunnen. Ja. Ik denk dat wij hebben respect afgedwongen bij veel experten. Eén, door ons uithoudingsvermogen. Dus wij hielden gewoon niet op. En een tweede iets ook, ik denk, door een soort beleefdheid vis-à-vis de expertise. Dus in plaats van onszelf daar als de nieuwe experten te plaatsen, hebben wij geprobeerd om, ik heb daarnet gezegd, Georges Allard, is deskundige uit de Universiteit van Gent. Ademloos heeft heel veel medische experten losgeweekt uit hun universiteit en eigenlijk een stuk activisme erin gekregen. Die zijn beginnen uitspraken doen over studies in Amerika van de impact van autostrades op de longen van kinderen, bijvoorbeeld. Allemaal zeer gezaghebbend. Dat werd, hoe technisch ook, dat kwam in de katernen van de populaire kranten in Antwerpen. De journalisten proberen te begrijpen waarover het ging. En die vertaalden dat op hun beurt, die werden onze ambassadeurs. Die journalisten hebben ook kinderen die in Antwerpen wonen. Die werden onze bondgenoten. We hebben nu is de medische expertise is nu wat minder relevant, omdat die zijn plek heeft gevonden. Maar in deze fase is de mobiliteitsexpertise heel belangrijk. Dus in al die workshops brengen wij ook contraire experten binnen. Dus experten die allang door de overheden als een paria weggeduwd zijn, weg uit alle adviescommissies, uit alle juries. Dus je hebt eigenlijk een aantal experten die altijd in juries zitten en in adviesorganen en die opdrachten krijgen aan de universiteit. En je hebt een hoop experten die daar altijd naast vallen. Omdat zij in zekere zin contestair waren. Wel, wij hebben aan de overheid gezegd, wij gaan die allemaal terug binnenbrengen. Dus, en als dat niet mag, dan komen wij ook niet af. Want hun expertise is voor ons essentieel. Ook belangrijk is dat in die workshops zit geen politiek personeel. Ook geen mensen van kabinetten. Ze mogen komen, maar we hebben eigenlijk gezegd, beter niet. Want wij willen een veilige ruimte, een safe space, waar wij van gedacht kunnen wisselen zonder dat je erop afgerekend wordt. En dat wil zeggen dat mensen uit de administraties ook hun gedacht moeten kunnen zeggen. Als er natuurlijk 2 kabinetaars en nog iemand zit die dat allemaal registreert, zeggen zij niks meer. Dus voor hen is dat ook een bevrijding. Dus dat is onze relatie geweest met de experten, die ook de journalisten... Vandaag heb ik nog een telefoon gekregen van Panorama, dus de VRT-programma Panorama. En wij zijn vandaag, deze week, volgende week eigenlijk, gaan wij de Vlaamse overheid aanklagen voor de rechtbank opnieuw rond de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dit is ook voorpagina nieuws vandaag dan in de morgen. Vandaag voorpagina nieuws in de krant de morgen, dus een proces over luchtkwaliteit van Staten-Generaal tegen de Vlaamse regering. Ik kan misschien nog eens doorklikken naar de laatste slide, omdat dat belangrijk is. Ja. Nog een paar keer. Oei. Huh? Ja. Nee, de laatste slide is eigenlijk belangrijk, omdat in de loop der tijden is er ook een soort intellectueel discours ontstaan daar rond. Je begint daarover na te denken. En de burger, voor ons is de burger het allerbelangrijkste in alles wat er gebeurt in besluitvorming. En dat is niet per definitie de burger als kiezer. Dus dat is maar een fractie van wat een burger kan. Ja, voilà. Ja. Dus het is heel belangrijk om in de staat te zitten als burger en erbuiten. Dus de rechterkant, dat is de activist. De activist die kan pionier zijn, zoals daarnet is beschreven, bijvoorbeeld in Gent, de Commons, het laten opborrelen van pionierschap en dat een plek geven als overheid. Maar die mensen zijn op dat moment niet in de procedures en de besluitvorming actoren. Die doen hun ding en die inspireren. Dissidenten die staan eigenlijk ook naast het systeem.
Wij zijn jarenlang dissident geweest. Wij geraakten niet binnen in het systeem. Journalist, wij zijn ook jarenlang journalist geweest. Investigative journalism. Dus wij hebben moeten dingen bovenspitten. En wij hebben ook minstens 3 journalisten hebben op een bepaalde tijd ook de reflex gehad om zelf een aantal maanden investigative journalist te worden. Om dingen naar boven te spitten. Daar zijn intussen al meer dan 10 boeken geschreven ook over dit dossier. Door journalisten ook. En dan de rebel, ja, dat zijn wij niet geweest, maar een rebel is eerder als je heel het systeem overhoop wil gooien, bijvoorbeeld in Iran. Maar dat is conceptueel, wij zijn dat niet geweest. Maar wat heel belangrijk is, dat is, wij hebben altijd gepoogd om aan de linkerkant te geraken. Want het is zeker mijn overtuiging dat zolang je alleen maar rechts kan staan roepen en zelfs 200.000 mensen kan mobiliseren en door Brussel laten lopen, dat het gerust kan zijn dat 2 dagen later het business as usual is. De impact kan gering zijn, kan ook heel groot zijn, maar kan gering zijn, zolang je ook de vertaling niet hebt in het systeem. En in het systeem zelf, als burger, kan je gaan kiezen, dat is de vote, maar veel essentiëler, want als kiezer heb je eigenlijk volstrekt geen greep op wat er gebeurt met je stem. Dat is eigenlijk een gokmachine, dat is puur casino. Veel belangrijker is, ik ben zelf democraat, dus ik geloof wel in de verkiezingen, maar de verkiezingen gaan niet de verandering brengen. Dat is mijn overtuiging. Ik heb nog 1 minuut om de 3 andere te schetsen. Volgens mij veel essentiëler is dat je in plaats van die ene vote, dat je je voice krijgt en dat, zoals daarnet geschetst, die pouvoir concentré, je hebt het zelf gezegd, wij gaan stemmen en dan gaan al onze stemmen naar de pouvoir concentré. En die doen zo'n beetje wat ze willen. En ik heb zelf ook een analyse over dat neoliberalisme, hoe dat ook de burgerparticipatie kapot heeft gemaakt vanaf de jaren 80. Want, ik wil een nuance toevoegen, het neoliberalisme is uiteraard wel ontstaan zoals je het hebt geschetst. En dan in de University of Chicago heeft dat zijn doorstart gehad. Hayek en Friedman en Stiegler en Becker en heel de club heeft dat daar ontwikkeld. Maar die zaten in hun laboratoria die systemen te ontwikkelen, maar die hadden geen territorium om dat echt op uit te proberen. De eerste plek waar ze dat hebben geprobeerd is Chili. Ze hadden een autoritair regime nodig om de vrije markt op te leggen. En dan in de jaren 80 hebben ze met Thatcher en Reagan een meer democratische envergure gehad. En in de jaren 90 met een hoop sociaaldemocraten. Tot de dag van vandaag, ik ga een voorbeeld geven, de burgemeester van Chicago, Emmanuel Rahm, die is ex-medewerker, een heel hoge positie van Barack Obama. Er is een strijd in Amerika om Amazon.com, die zitten in Seattle en die willen een tweede hoofdkwartier. En de burgemeester heeft gezegd aan Amazon, aan de baas, dat is tevens ook de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, die heeft aan die man gezegd, ik heb een voorstel, kom naar Chicago en de belastingen die u mensen moeten betalen aan de stad, die mogen ze betalen aan u. Wij hebben die niet nodig, zij mogen dat storten terug in het bedrijf. Dus het kan eigenlijk tellen als loskoppelen van een herverdelende rechtvaardigheid naar het neoliberale beleid, maar ook de rol die burgerbewegingen en gewone organisaties van onderuit daarin kunnen spelen. Het was een heel geslaagde avond, maar voor ons gaat die pas echt geslaagd zijn als we er allemaal samen in slagen om dit gesprek ook buiten deze context en buiten deze muren te voeren. En dat is ook eigenlijk de bedoeling van deze campagne. TamTam heeft de laatste maanden communicatiematerialen gerealiseerd die eigenlijk ons in staat stellen om deze gesprekken over het neoliberalisme en de invloed dat het neoliberalisme heeft op verschillende sectoren die het dagelijks leven organiseren, zoals gezondheid, justitie en werk, tot bij de mensen te brengen. En op die manier willen we eigenlijk het publieke debat politiseren en versocialen en vormend werken. Maar daarvoor hebben we dus ook natuurlijk uw hulp nodig, want die communicatiematerialen die moeten bij de burgers geraken. Ik was aan de timing aan het denken, maar oké. Die communicatiematerialen moeten natuurlijk ook bij de burgers geraken. En gezien de meesten onder jullie deel uitmaken van organisaties, kunnen jullie daar zeker mee helpen. Wij willen dan ook vragen om deel te nemen aan die brede mobilisatie die wij aan het organiseren zijn. En om dus eigenlijk uw eigen publiek warm te maken voor thema's aan de hand van acties, mobilisaties, conferenties, debatten, maar ook om intersectoraal te mobiliseren. Want zoals we vandaag gehoord hebben, is het neoliberaal beleid iets wat superveel sectoren beïnvloedt.
En dus is er ook een connectie tussen al die sectoren. Dus is het eigenlijk heel goed om voor elkaars campagnes, voor elkaars problemen te mobiliseren. Binnen de komende weken komen op onze communicatiekanalen, zoals onze website campagnetamtam.be en onze Facebookpagina, die communicatiematerialen terecht. Dus hou dat zeker in de gaten. Dan zou ik jullie ook nog willen vragen, de bedoeling van Tamtam is natuurlijk om door te gaan tot en met de verkiezingen van 2019. Op dit moment zijn er 3 thema's op het programma, maar wij zouden heel graag dus meerdere thema's lanceren om meer debatten te kunnen openen. En daarvoor kunnen we uiteraard ook hulp gebruiken. Dus elke organisatie of individu die iets kan missen, die hulp is zeer welgekomen. Ja. On m'a donné la lourde tâche de conclure cette soirée passionnante. Je vais essayer de la faire sous le regard d'un jeune de 25 ans qui essaie de s'engager au jour le jour pour pouvoir faire en sorte que le monde change. Et je vais essayer de conclure cette soirée en essayant de répondre à une question qui m'a souvent été posée par des personnes qui sont plus âgées d'ailleurs et très souvent dans mon parcours. La question de, au fond, quel monde voulait-on à vous, cette jeunesse qui s'engage, à cette génération qui suit. Et je crois pouvoir dire que l'expression qui correspond peut-être le mieux, et on en a un peu parlé ce soir, mais qui correspond le mieux à ce que j'observe dans la société tous les jours, c'est, et qui permet de rendre compte en fait, de l'état psychologique des jeunes aujourd'hui, c'est potentiellement c'est se débrouiller. C'est ce mot-là aujourd'hui qui est important. Parce que on voit à travers tous les secteurs qu'il y a une espèce de fâcheuse tendance à vouloir individualiser des problèmes collectifs et des problèmes sociaux, qu'on essaye de faire reposer sur les épaules des individus des problèmes qui a priori sont collectifs. Et en vérité, quoi de plus injuste que de faire reposer la responsabilité du manque d'emploi sur les épaules des chômeurs? Quoi de plus injuste que de faire reposer sur les épaules des étudiants et des élèves la responsabilité de leur décrochage scolaire en niant la responsabilité du système, de notre système éducatif? Quoi de plus injuste que de faire reposer sur les épaules des personnes précarisées la responsabilité de leur misère sociale en niant les inégalités de notre système de répartition de richesse? Quoi de plus injuste encore de faire reposer sur le dos et les épaules des consommateurs le problème de la transition écologique pourtant nécessaire, alors même qu'on nie la responsabilité de notre système de production. Et dans cette société où finalement, d'une part, on détricote les acquis sociaux et puis d'autre part, on responsabilise les individus, en fin de compte, la seule voie qui reste pour les étudiants, les travailleurs, les chômeurs, les personnes précarisées et l'ensemble de la population, eh bien, c'est de se débrouiller seul. C'est de se débrouiller seul et compter uniquement sur soi-même. Et je pense que l'objectif de la campagne Tam Tam, c'est précisément de créer l'effet inverse. C'est d'essayer de pouvoir montrer et d'éveiller les consciences sur la responsabilité des structures et des politiques. C'est de pouvoir entrer en résistance contre ces mesures politiques qui responsabilisent et individualisent à outrance les individus. Et puis, d'une certaine manière, et ça va peut-être répondre à la question de monsieur, c'est de faire ce qui est la seule voie pour que le monde change aujourd'hui, c'est de pouvoir recréer la force du mouvement social, c'est-à-dire la solidarité entre les secteurs et tous les secteurs d'activité. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, en tant que jeune, on fait face à des violences, et pas seulement en tant que jeune, mais on fait face à des violences institutionnelles quotidiennes. Pas d'emploi ou emploi précaire, justice empêchée et sous-financée, peu ou pas de droits sociaux, pensions menacées, une culture définancée, un système éducatif inégalitaire. Et dans le fond, il faut pouvoir admettre que face à ces violences institutionnelles puissent correspondre des nouvelles formes d'action et des nouvelles formes de résistance qui doivent allier mouvements citoyens, allier syndicats, allier société civile, et qu'aujourd'hui, une des voies qu'on vous propose, une des voies de convergence politique et organisationnelle qu'on vous propose, et qu'il va falloir qu'elle résonne à travers tout le pays, c'est la campagne Tam Tam. Voilà, merci beaucoup.